Alors, on a un problème, c'est que vous êtes encore très nombreux. On se disait qu'à 17h, vous seriez tous essorés et que ça serait beaucoup moins impressionnant pour nous. Et en fait, ça l'est. D'autant plus que voilà, la plénière qui a précédé était forte. Donc, ce n'est pas simple d'intervenir maintenant, mais c'est aussi un plaisir et un honneur. Donc, je m'appelle Laurence Pot-Bonneville et j'ai la chance de faire partie du conseil d'administration de Santé Mentale France depuis, c'est la 3e année. Et j'ai la malchance d'animer cette masterclass. J'ai voulu chercher une définition de la masterclass pour accrocher cette intervention à plusieurs voix. Et j'ai trouvé cours magistral donné par un artiste de renom. Alors, il n'y a pas de piano, mais j'espère qu'on va avoir des artistes, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Kanye West, de Taylor Swift, et je rajouterai pour Philippa Mott un petit peu Aya Nakamura peut-être. Voilà, donc on a la chance d'intervenir sur un format rapide, avec des personnes qui ont été désignées comme des expertes. Et pour commencer, de manière un petit peu informelle, j'ai envie de vous demander rapidement, Valérie, Mohamed, Mathieu, Sonia, c'est quoi votre métier? C'est quoi votre expertise? Et est-ce que vous pensez que vous travaillez dans le médico-social? C'est quoi pour vous le médico-social? Et est-ce que vous vous sentez parfois dans la solitude de l'ambassadeur du changement, comme l'a évoqué tout à l'heure Claire Leroy-Atala? Voilà. Bonjour, je vais me mettre debout si je me sentirai mieux, parce que voilà, j'ai les jambes qui tremblent. Alors merci Jean-Philippe Cavrois, merci Santé Mentale France, merci aux bénévoles d'Esper Pro qui rendent ce congrès si accueillant, quoique hyper stressant. Donc oui, en fait moi j'ai envie d'aborder la question sur bouger les lignes médico-sociales autour de comment créer les conditions favorables autour du mouvement, du rétablissement, que ce soit pour les personnes, pour les professionnels et pour les institutions. Au Working First et aussi Working First, donc, on est une association, on est un organisme de formation. Et on est accompagné par la Fondation de France dans le cas des acteurs clés du changement. Donc on a eu la chance de beaucoup se questionner, tout en étant à côté des personnes concernées, des professionnels, sur justement quels étaient possiblement les leviers pour amener ce changement qu'on vise, qui est que chacun puisse avoir une qualité de vie qui lui corresponde. Et nous, notre spécificité, c'est par le levier du travail. Le travail, effectivement, on l'a dit ce matin, c'est souvent vécu comme une norme, mais il y a énormément de personnes qui souhaitent travailler. Et donc, je vais vous présenter rapidement ce qui fait pour nous, selon nous, en fait, les leviers, les bonnes pratiques, les postures, les outils qui contribuent à ça. Donc, le premier élément qui est important, en tout cas, c'est la question des représentations sur le travail. Quand on commence des formations au WFX autour du modèle IPS, donc on a beaucoup de professionnels du médico-social, et la première question qu'on leur pose, c'est est-ce que pour vous le travail c'est la santé? Alors j'ai envie de vous la poser. Est-ce que pour vous le travail c'est la santé? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez que le travail c'est la santé? Ok. Donc en général, j'ai à peu près ça, c'est-à-dire qu'on a à peu près dans le groupe 50% des personnes qui pensent que c'est la santé et la moitié qui ne pensent pas que c'est la santé. Et du coup, ça pose déjà la première question. Et la question que je pose aux personnes, c'est ok, donc vous allez accompagner des personnes sur le travail. Pour autant, pour vous, le travail, ce n'est pas la santé. Et effectivement, en France, une personne sur deux dit être stressée au travail. Et donc, comment accompagner des personnes qui souhaitent travailler quand nous-mêmes, donc, on pense que le travail n'est pas bon pour la santé? Et donc, notre travail, c'est de travailler sur les représentations autour du travail, et on le fait donc avec les job coachs,
qui sont dans les équipes médico-sociales et qui, grâce à leur qualité relationnelle, grâce aux contacts qu'ils vont créer, grâce à leur présence dans les réunions d'équipe, ils vont travailler justement sur cette qualité et les représentations autour du travail. On a parlé de beaucoup de choses, mais je vais essayer d'aller vite. Deuxième point, donc hier j'étais en formation à Lyon et on parlait donc avec une assistante sociale. Et elle me disait, donc on parlait sur comment répondre aux souhaits de la personne travailler. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'une dame qui disait donc à son assistante sociale que ce dont elle avait besoin, c'était d'être accompagnée au travail, donc de prendre le transport avec son assistante sociale pour aller au travail. Et donc cette assistante sociale me répondait très justement, mais moi, je ne peux pas faire ça parce que moi, mon objectif, c'est d'accompagner à l'autonomie. Et alors j'étais assez étonnée, je dis mais son souhait c'est d'accompagner au travail. Oui mais moi, mon souhait et moi dans mon service c'est d'accompagner à l'autonomie. Donc là vous voyez un peu le biais entre l'objectif de la personne qui est de travailler et l'objectif de la structure ou l'objectif du professionnel qui est d'accompagner à l'autonomie. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des plans de rétablissement. Donc je pense que le Working First, le Esper Pro, tout ça, on en a fait passer des dizaines et des dizaines. Un plan de rétablissement, c'est quoi? C'est un outil qui permet aux personnes de dire ce qu'elles souhaitent, comment ça va se mettre en place, quels sont les objectifs, quels sont les délais et comment tous les acteurs qui sont autour d'elles et elles-mêmes, bien sûr, peuvent y atteindre. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est comment en fait rendre ces plans de rétablissement visibles dans les projets de service et comment en fait tout un chacun dans ses services on peut suivre ces plans de rétablissement. C'est assez simple et basique, comme dirait l'autre, mais en attendant, je pense que c'est assez au centre du rétablissement, en tout cas des pratiques orientées de rétablissement, c'est comment on est vigilant sur le souhait et les préférences des personnes. Un autre point important, c'est influencer sur les stratégies et les règles institutionnelles. Donc, et pour ça, on a besoin d'être en collectif. Donc collectif veut dire réseau. Donc on a avec justement Claire et plusieurs autres, on contribue dans différents réseaux pour dire que c'est possible de travailler. Et pour ça, effectivement, ce sont les personnes concernées, ce sont les pères aidants qui vont aussi, par leur incarnation, montrer que c'est possible. Et c'est aussi eux qui vont passer le message de la capacité de travailler. J'ai encore un peu de temps ? 1 minute, ok. Ouais. Alors, 2 choses importantes, c'est former les directeurs et les managers aux pratiques orientées de rétablissement. Mais ce n'est pas juste les former avec des belles théories. Par exemple, on a parlé de l'écoute aujourd'hui, ce matin. Donc, on est tous, en tout cas, quand on est dans le secteur de l'accompagnement, on est très sensibilisé à Carl Rogers, etc. Or, l'écoute, l'écoute, c'est une écoute transformationnelle, une écoute organisationnelle. L'écoute est vecteur de valeur. Et aider les directeurs, les managers à développer leur qualité d'écoute, c'est aussi laisser la place aux professionnels d'expérimenter, de tester des choses. Et donc, c'est vraiment accompagner les directeurs et les managers sur ce plan-là. Et pour finir, je voulais aussi appuyer l'importance de travailler sur la qualité de vie au travail des professionnels. Beaucoup de professionnels sont en situation de précarité. Ça n'aide pas pour accompagner des personnes qui sont en rétablissement. Donc, travailler sur les conditions de travail des professionnels du médico-social, c'est aussi un point extrêmement important. Je finis juste, excusez-moi, c'est aussi, et qui me semble vraiment important, c'est que beaucoup de structures se retrouvent dans des situations de concurrence. Nous, au Working First et au WFX, on a travaillé sur de la coopération, notamment via de la mise à disposition avec des professionnels. C'est les institutions, c'est les financeurs qui nous mettent dans des situations de concurrence. Or, la santé mentale, ce n'est pas un marché. Et donc, c'est extrêmement important que la santé mentale soit considérée comme un bien commun et qu'on puisse coopérer. Donc, on ait des conditions de coopération pour justement aller dans le sens du rétablissement. Voilà, merci. Merci, Sonia. Alors, vous m'entendez ? Ouais. On va passer la parole à Mohamed. Alors, Mohamed, tu fais comme tu veux.
fauteuil ou bien pupitre. Fauteuil. Ouais, fauteuil. Mohamed, en 2 mots pour te présenter très rapidement, faire bouger les lignes, c'est inventer des alternatives et c'est, je crois, ce qui se passe au lieu de répit de Marseille, dont tu es coordinateur, c'est ça? Et que tu vas nous présenter? Oui, donc moi je suis donc coordinateur du lieu de répit. Alors le lieu de répit, donc qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif innovant d'alternative à l'hospitalisation pour des personnes qui présentent des troubles psychiatriques et qui sont en situation de crise. Et l'idée du lieu de répit, c'est de pouvoir proposer une autre option que ce qui existe actuellement dans l'offre de soins en psychiatrie qu'on connaît tous, et à travers ça, de pouvoir permettre d'autres façons de travailler. Et la manière dont on fait ça, c'est que, pour commencer, le lieu de répit, c'est avant tout un lieu de vie. C'est un lieu de vie communautaire où les personnes sont accueillies pendant des durées relativement courtes, qui vont de 1 à 3 mois. Et pendant ce temps-là, on accueille ces personnes avec une équipe d'intervenants en santé mentale communautaire qui est non médicalisée. Donc on a une équipe qui est composée à 50% de médiateurs de santé pairs, et l'autre moitié est composée de différents professionnels de santé ou du médico-social. Et c'est cette complémentarité-là dans l'équipe qui nous permet d'offrir un accompagnement aux personnes dans ce lieu, qui favorise d'un côté justement cet aspect communautaire, donc cette entraide entre les personnes accueillies, mais aussi avec l'équipe, grâce justement au fait qu'on bénéficie de pairs aidants au sein de cette équipe. Et on alimente ça aussi du coup avec un suivi individuel intensif pendant cette période, parce qu'on a du coup les intervenants qui sont là 7 jours sur 7, de 9h à 21h, qui sont une très grosse présence pour les personnes pendant justement cette période de crise. Et c'est de cette manière-là que nous, en fait, on essaye d'agir et de faire bouger les lignes, parce que notre idée, notre objectif en tant que projet, c'est justement de pouvoir proposer une alternative à énormément de personnes pour qui l'hospitalisation n'est pas forcément la bonne solution, au vu de leur état, au vu de leurs expériences passées, au vu des traumatismes qu'ils ont pu y vivre. Il y a un refus des soins qui s'installe chez les personnes petit à petit et qui, en fait, cause aussi, d'une certaine manière, la contention et les soins sans consentement, puisqu'on arrive dans des situations de crise tellement élevées et tellement graves qu'aujourd'hui, dans le système hospitalier qu'on connaît, c'est la seule solution qu'on peut offrir. Et nous, justement, on veut s'intégrer dans ce parcours-là, s'ajouter un peu comme une case en plus qui soit complémentaire dans le système qui existe actuellement et qui permette d'avoir une orientation un peu plus diverse pour justement ces personnes-là. Et du coup, c'est une démarche qui rencontre beaucoup de contraintes et aussi beaucoup de facilités de certains côtés. En ce qui concerne les partenariats, justement, nous, on a envie d'être un maillon complémentaire, un maillon supplémentaire du parcours de soins des personnes. Et aujourd'hui, ça reste encore difficile avec un grand nombre de professionnels du domaine de la santé mentale, puisque c'est une innovation qui pose encore beaucoup de problèmes, qui pose encore beaucoup de questions, puisqu'on est encore aujourd'hui, nous, considérés, même par nos financeurs, comme une expérimentation. Il y a une équipe de recherche des hôpitaux de Marseille qui est en train de mener une évaluation sur le projet pour avoir un résultat scientifique pour pouvoir prouver l'efficacité du lieu. Mais à l'heure actuelle, sans rendu scientifique, il y a encore énormément de réticence à faire appel au projet et à orienter des personnes
pour beaucoup de professionnels. Et nous, justement, on travaille à ça, on travaille à développer énormément les partenariats et à essayer de présenter ce lieu qui est souvent perçu comme une critique et une opposition au système de soins, mais ce qui n'est pas du tout notre volonté. Et aujourd'hui, on essaye, nous, d'avancer de ce côté-là par rapport au côté institutionnel. Et vis-à-vis de l'accompagnement des personnes, alors comme je vous ai dit, nous, on a des durées d'accueil qui sont assez courtes. On accompagne les personnes dans des temps de crise qui sont des moments qui sont assez difficiles à gérer et qui ne sont pas forcément propices à travailler tout un tas de choses. Et on a une équipe qui est formée et qui a connaissance de tous les principes de rétablissement et qui les utilise quotidiennement dans leur pratique de travail. Mais étant donné nos durées d'intervention qui sont assez courtes avec les personnes, on est plus dans une dynamique d'amélioration des compétences psychosociales des personnes et d'arriver à faire entendre à beaucoup de personnes qu'on reçoit qui ont fait partie, qui sont des usagers de la psychiatrie depuis de nombreuses années. On essaye de faire bouger aussi les choses à travers les personnes en leur mettant un petit peu sur ce temps d'accueil assez court, juste la petite graine qui va leur permettre des fois de réfléchir différemment et qui va leur permettre de voir que peut-être qu'il y a d'autres moyens aussi de pouvoir prendre soin d'eux et qu'en utilisant aussi leurs forces et leurs connaissances et les compétences qu'ils ont tous, ils pourront un jour pouvoir prendre en main leurs soins, prendre en main leur parcours et être un acteur à plein temps de ce parcours-là, plutôt que d'être aujourd'hui dans une situation un peu au second plan et un peu passive qui ne leur permet pas de pouvoir profiter pleinement de ce dont ils sont capables. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, je pense qu'au travers des interventions et de Sonia et de Mohamed, on était au bord du médico-social, aux portes du médico-social, et vous êtes en fait des semeurs de graines. J'aimerais bien maintenant que Mathieu et Valérie s'expriment, et peut-être avant que vous présentiez vos institutions, vos démarches, vos efforts respectifs, que vous puissiez réagir aux interventions de Sonia et de Mohamed, en essayant de nous dire en quoi elles viendraient faire poil à gratter chez vous, en quoi elles ont déjà fait, alors même si vous n'êtes pas sur les mêmes régions, hein, mais en quoi ça, vous voyez bien ce que ça peut faire frotter dans des institutions dites médico-sociales d'où nous parlons, Valérie, Mathieu et moi. Mathieu ? Bonjour à tous. Je peux commencer. Poil à gratter, certainement. Moi, ma logique, à chaque fois que j'entends ça, je me dis que, tiens, ces logiques-là, IPS, elles écoutent fondamentalement la revendication des personnes à accéder au travail et elles vont chercher les ressources, les moyens, les méthodologies pour réaliser ça. Et que cette revendication des personnes à dire moi, j'ai envie de travailler, j'ai besoin de travailler. Je ne veux pas quémander cette place j'ai des compétences, je veux y contribuer. Je ne veux pas juste être sur une logique de charité de la société à mon égard. Non, c'est une posture de droit. Et donc ça m'interpelle. Moi, ma logique, ça veut dire comment, moi, avec le système médico-social, les règles, les agréments, les statuts, la loi de 2002, comment je fais pour aller puiser la pratique qui va être respectueuse de ça, des valeurs des personnes, et pour l'implémenter chez moi. Le lieu de répit, pareil. Des gens qui ont eu des mauvaises expériences d'hospitalisation et qui, du coup, c'est rédhibitoire pour elles. Jamais elles iront librement faire de l'hospitalisation. Il y en a partout, sur tous les territoires. En Mayenne, il y en a aussi.
Et du coup, chaque hospitalisation sera toujours dans une situation ultime, catastrophique, et la reviviscence, on est encore dans des événements traumatiques. Donc comment on fait? On part de la réalité, on intègre cette réalité-là, et comment on fait pour construire les solutions? Donc moi, il m'inspire beaucoup, il sème les graines, moi j'aimerais bien les récolter, et du coup, prochainement, Mohamed participe à un groupe de travail du PTSM de la Mayenne autour de notre réflexion sur un lieu de répit, oui, pour essayer de récolter. Bon, alors, pour revenir sur la masterclass, pourquoi je fais ce petit clin d'œil à Laurence? Parce que quand on a préparé, moi j'ai regardé masterclass et j'ai pensé tout de suite acteur studio. Je me suis dit c'est cool, on va faire ma biographie, je vais recevoir des fleurs, etc. Et après je répondrai à vos questions. C'est pas totalement comme ça que ça se passe finalement. Mais quand même, si on doit qualifier qui on est de là où on parle, effectivement, moi je dirige aujourd'hui une association de santé mentale, la Nouvelle Forge, où j'essaye d'impulser à la fois du développement de l'innovation et du changement de pratique par rapport à l'existant. Et ce que m'évoque en fait, ce que vous dites là, ce que vous proposez, les innovations que vous avez proposées, c'est effectivement ce que devrait être notre métier en définitive. Moi, quand j'entends partir d'une attente exprimée et aller chercher les ressources dont on a besoin pour accompagner la personne dans son projet, j'ai l'impression que je fais ça, enfin, en tout cas, je tente de faire ça depuis des années. Pourquoi? Parce que ce changement de paradigme, je l'ai intégré il y a très très longtemps en passant par de l'expérimentation d'un système hors les murs où il s'agissait vraiment de se dire on part du projet de la personne et on va aller chercher les ressources nécessaires. Ça devrait être ça le médico-social. Voilà, c'est ce que j'essaye de porter comme discours depuis longtemps, ça devrait être ça. Et peu importe après, tu voulais me poser cette petite question autour du titre de cette masterclass. Moi, mon métier, c'est pas le médico-social. Enfin, j'ai pas envie, je sais pas si Jean-Yves Barrère est là, mais j'ai pas envie d'être considérée comme une experte des couches sédimentaires du médico-social. Puisqu'il disait tout à l'heure, le médico-social se construit par couches successives. Chaque fois qu'il y a un besoin, on construit un nouveau dispositif. Tu es là, au premier rang. On construit un nouveau truc, et puis tout à coup, on oublie qu'il y a des choses qui existent, et puis on reconstruit autre chose, etc. J'ai pas tellement envie de porter cette image. Notre métier, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est quoi? C'est cheminer à côté de quelqu'un qui a un projet. Et quel que soit à ce moment-là, si son projet, c'est un projet de rétablissement, et à quel moment il en est de son projet de rétablissement. Donc moi, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Peut-être j'ai un message à faire passer après toutes ces années, c'est que j'aimerais que tout le monde essaye de réfléchir comme ça. Malheureusement, j'entends régulièrement des professionnels dire « Oui, non mais d'accord, il dit ça, mais là, il y a des étapes préalables. Donc on va commencer d'abord par un peu de soins, un peu de ceci, un peu de cela, et puis après, on travaillera sur la dimension du travail. » Bon, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de déconstruire dans les modes de fonctionnement et d'organisation actuels pour repartir effectivement de la demande telle qu'elle est exprimée et après accompagner vers tous les possibles. Là aussi, c'est pas parce qu'une personne exprime les choses assez simplement par rapport à ses références, il faut aussi, nous, on a un devoir d'information par rapport à ses droits et par rapport à ce qui devrait lui être accessible en termes de droits et de services. Donc voilà ce que j'avais envie de dire ce soir. Pour faire bouger les lignes et transformer, déjà arrêtons de se référer au sanitaire, au médico-social, parce que ça c'est juste le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles. On a besoin de règles, on a besoin de cadres effectivement pour faire fonctionner nos institutions, mais le cœur de notre travail, c'est pas ça. Le cœur de notre travail, c'est l'accompagnement des personnes, et peu importe si à ce moment-là, le besoin il est effectivement de soins ou d'accès à l'emploi ou d'accès à la mobilité, etc., etc. Merci Valérie. Alors, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous présenter du coup la démarche du geste qui est G-E-I-S-T? Voilà. C'est pas le zeste ou le beau geste, mais c'est beau comme acronyme, le geste, qui est donc l'association que tu diriges. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez là? Il fonctionne celui-là? Oui, je m'occupe du dispositif santé mentale qui regroupe différents services médico-sociaux qu'on essaye justement de décloisonner, même entre eux, et de faire fonctionner un peu ces services-là en dispositif. Donc il y a un SAMSA, il y a un service en partenariat avec les hôpitaux sur les sorties d'hospitalisation,
Il y a le service d'emploi accompagné, là, dont Sonia a parlé aussi. Et voilà. Il y a les groupes d'entraide mutuelle qui sont associés à ce dispositif. Voilà, il y a un ensemble de services. Ça représente 45 professionnels sur ce dispositif-là, hein, qui n'est qu'une part de l'association et qui accompagne plus de 500 personnes. Voilà, l'association, c'est les Gestes Mayenne. Peut-être certains connaissent historiquement sur le champ de la déficience intellectuelle, de la trisomie 21, 40 ans d'existence, et puis plus récemment, depuis 15-20 ans, sur le champ un petit peu des troubles psychiques. Cette histoire, chaque asso a son identité à laquelle elle tient. C'est une association qui s'est constituée sur la base de la revendication de parents qui refusaient les solutions d'établissement et qui voulaient pour leurs enfants la revendication, l'école inclusive, l'accès au marché, au travail en milieu ordinaire. Voilà. Donc ça, c'est une identité sur laquelle on a pu s'appuyer aussi, qui est très forte, qui est très marquée, où l'aller vers est important. Et malgré ça, il a fallu faire toute une série de modifications pour essayer d'être un peu plus en phase avec les valeurs et les principes du rétablissement. Et c'est ce travail-là que j'ai essayé de restituer. Je vous avais préparé un petit support, mais ce n'est pas le format. Et donc, du coup, vous l'aurez via les services de Santé Mentale France, si ça vous intéresse. J'avais essayé de restituer un petit peu le travail qu'on mène depuis 10 ans. Depuis 10 ans, voilà, fort des principes posés, c'est intéressant ce matin, ils ont été rappelés du professeur Pachou, hein, qui rappelle un petit peu le changement de paradigme, le changement de valeur. Et nous, du coup, moi, ma question constamment, ça a été de dire comment je fais pour faire atterrir tout ça ? Comment je fais pour l'incarner au quotidien ? Et comment je fais pour créer un écosystème qui n'ait plus besoin forcément du manager, qui n'ait plus besoin forcément, quelque chose qui puisse faire vivre ces valeurs dans le temps. Alors, il a fallu déjà questionner le cadre, le projet associatif. Oui, si on veut être en cohérence avec les valeurs du rétablissement, il faut que aussi le projet associatif il reconnaisse ces principes-là, et il faut aussi que les statuts, ne serait-ce que ça, ils encouragent la participation des personnes. Parce que on parle, je vais parler d'une notre association. Mon association, au départ, statutairement, c'était une association de parents d'enfants qui portent, d'enfants qui portent une trisomie 21. Et ces statuts-là ne sont pas forcément questionnés. Donc on a refait ce travail-là d'ouverture du conseil d'administration, que les personnes accompagnées avaient une place dans ce conseil d'administration, et voilà, pour que déjà le format, ce cadre-là autour, il soit cohérent. Et puis après, la manière dont on se présente aux personnes, elles sont orientées par nos services. Alors déjà, avec un parcours du combattant, il faut se reconnaître en situation de handicap, aller vers des droits, faire tout le process des MDPH, et puis après accéder, avoir cette orientation vers les services. Donc il faut avoir un service très accessible. Donc on a détaché des moyens humains pour aller vers les personnes qui ont très tôt, dès qu'elles ont leur orientation, se faire connaître à elles. Et de quelle manière on se présente à travers une charte de l'accompagnement. Voilà l'engagement associatif signé de la direction, de la présidence, de la direction du dispositif, pour dire notre charte de l'accompagnement, elle s'engage et elle est opposable à respecter vos choix de vie, à respecter votre temporalité et à aller chercher les ressources dont vous auriez besoin pour réaliser vos... elle est accessible sur notre site, vous pourriez voir, mais c'est un engagement sur l'accompagnement. Et ça ne serait-ce que ça, c'est tout simple, hein, juste se présenter sur les valeurs auprès des personnes. Et c'est déjà compliqué dans le champ médico-social. Pourquoi ? Parce que, je l'ai mentionné rapidement, il y a la loi de 2002. La loi de 2002, elle oblige chaque dispositif à présenter son offre de service et à se présenter sous une mode de livret d'accompagnement. Elle oblige aussi au conseil de vie sociale, elle oblige à la règle de la contractualisation, elle oblige tout plein de process
qui, chacun d'entre eux, doivent être interrogés, sont-ils ou pas cohérents avec une pratique orientée rétablissement? Et se présenter par le menu sur le SAMSA, par exemple, moi, je questionne sur le bien fondé, est-ce que c'est cohérent avec les valeurs du rétablissement? On crée une offre qui va nécessairement générer une demande en face, et même, à la rigueur, on l'induit. Donc, ça fait partie des petits cheminements, des petits changements, donc se présenter à travers une charte, questionner systématiquement tout le cadre de la loi de 2002 et se permettre d'adapter certaines, tout en sachant bien pourquoi on l'argumente dans l'intérêt de ce qu'on pense des personnes accompagnées. Donc à chaque fois de prendre, d'adapter chaque point du cadre réglementaire. Et donc ça veut dire questionner aussi ce cadre-là. Avoir la personne au centre, c'est la personne qui décide de son rythme, du rythme de l'accompagnement, des modalités d'accompagnement. Chaque personne a un référent dédié. Donc tout ça, c'est l'engagement associatif. Forcément, il faut revoir le projet de service en lien avec ça, parce que ça veut dire il y a beaucoup de services médico-sociaux qui sont structurés sur la sacro-sainte équipe pluridisciplinaire, où chaque professionnel rencontre les personnes, et puis après, il y a un temps. Donc ça, de mon point de vue, ce n'est pas cohérent avec les principes que l'on affiche. Une équipe pluridisciplinaire, c'est une ressource, bien entendu. Elle est importante, bien entendu, mais a-t-elle besoin d'être au centre de l'organisation des services? Donc ça, on a enlevé ça. L'équipe pluridisciplinaire, elle est sollicitable à la demande par le professionnel. Et donc, du coup, il n'y a plus d'entretien systématique avec les psychologues, et même avec les médecins. D'ailleurs, on en a très peu, compte tenu de notre réalité médicale, donc la question ne se pose même pas. Mais on a réduit toute cette organisation autour pour que, après, ce soit bien la personne qui se sente en capacité d'agir, qu'elle sache qu'il ne se passe rien dans son dos, dans l'organisation du service. Et elle travaille après avec son référent. Son référent, lui, éventuellement, peut solliciter des appuis si besoin. Ça, ce sont donc voilà, remettre en question l'équipe pluridisciplinaire, c'est pas facile. C'est arrêter d'avoir aussi le regard des psychologues au centre des services, c'est pas facile. Puis en plus, de quelle obédience, et voilà, il y a toute cette histoire-là. Encore redonner une petite minute. Ouais, je rajoute quelques points clés. Les points clés, un autre point clé aussi, ce serait la manière dont on se présente aux personnes en tant que professionnels. On a des équipes médico-sociales qui sont structurées, qui ont des engagements avec les ARS et avec les conseils départementaux sur la structure de l'équipe en termes de métier. Et du coup, on intègre ça. Et ben, du coup, on se présente en tant qu'infirmière, on se présente en tant qu'éducateur spécialisé, on se décante en tant que CESF. Et puis même après, dans l'organisation du service, ah ben non, il m'a demandé quelque chose, ça c'est ton truc, c'est CESF, c'est à toi de le faire. Ça, on a arrêté. Tout le monde est médiateur de parcours, tout le monde est référent. Charge après, si le professionnel se retrouve être en difficulté pour répondre à un enjeu de la personne, d'aller éventuellement, sous réserve de l'accord de la personne, d'aller chercher une ressource additionnelle. Mais on se présente, on est tous médiateurs de parcours, on ne se présente plus avec nos profils métiers en avant et en avant tout. Le service, il fonctionnait globalement un peu en vase clos. Là, maintenant, il y a tout ce que le service se met en place est en partenariat avec des services de droit commun. Il n'y a plus rien de spécifique et même voilà, peut-être un peu ségrégatif. Tous les supports collectifs aussi ont été révisés. C'est les personnes qui les évaluent et c'est les personnes qui nous font certaines propositions. Tous les supports de dynamique occupationnelle aussi n'existent plus dans les services. Je reviens quand même sur deux petits points pour finir, qui ne sont pas des petits points. C'est comment on anime tout ça et puis comment
si on veut travailler sur cet empowerment, là, que l'on recherche des personnes, qu'elles révèlent des projets, qu'elles révèlent des compétences, des capacités, est-ce que nous, on offre ce cadre-là de travail aux professionnels? Et donc là aussi, cette question de quelle est la capacité d'initiative, la capacité de création du professionnel, quelle marge de manœuvre il a. Donc ça induit aussi comment il prend ses congés, comment il gère son planning, Donc là, tout ça, ça a été renvoyé vers le professionnel. Annualisation du temps de travail, autonomie dans la gestion des plannings, adéquation de son temps de travail avec ses contraintes personnelles, bien entendu, mais aussi et fondamentalement les contraintes des personnes qui l'accompagnent. Il n'est pas possible d'avoir travaillé, par exemple, à une recherche, je sais pas, d'un emploi ou d'un logement et de ne pas être présent le jour J où ça se passe. Parce que la dynamique relationnelle, tout le lien de confiance, c'est à ce moment-là que ça se passe. Surtout si la personne souhaite et revendique et souhaite notre présence. Donc ça veut dire aussi des modes d'organisation. Bien entendu, l'intégration. Ouais, ça va être difficile. Bien entendu, l'intégration de la paire-aidance. Mais la paire-aidance... Bien entendu, il y a des pères aidants dans nos services et ils ont fondamentalement contribué à cette évolution-là. Mais c'est comme la revendication du travail. Il n'y a pas que des pères aidants en tant que pères aidants qui sont employés et qui étaient des personnes accompagnées. On a aussi recruté une comptable, on a recruté 2 personnes qui sont des agents d'entretien et qui, historiquement, ont été accompagnés par le SAMSA. Et par le SAMSA d'abord et avant tout. Sur les recrutements, parce que ça se joue là, il faut l'incarner, on met moins d'importance sur le diplôme. Ce qu'on va essayer d'évaluer, c'est la capacité des personnes à créer ce lien relationnel, à créer une relation horizontale. Et les personnes qui sont en capacité d'identifier les compétences, qui savent l'énergie que peuvent mettre les personnes c'est ça qu'on va essayer de cibler. Et du coup, on intègre des personnes accompagnées dans les jurys de recrutement, parce qu'elles vont nous faire part de cette dynamique, de ce qu'elles ressentent à ce moment-là, qu'est-ce que la personne, elle induit dans... C'est plus difficile, donc c'est qu'un avis consultatif, hein, ils sont pas... on n'est pas au Clubhouse, on reste au GES Mayenne, mais... ça fait partie des choses qui sont à mettre en place. Et dernier point, c'est que ce cheminement-là, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Et donc, on s'est beaucoup saisi des supports du CREPSI, donc au niveau régional, des supports du projet territorial santé mentale et du collectif santé mentale de la Mayenne qui lutte contre la stigmatisation. On s'est hyper investi dans ces supports collectifs-là parce qu'il n'y a aucun changement qui peut être fait à notre niveau. Donc, du coup, on s'est aussi battu pour que tel autre acteur crée tel service qui manque sur notre offre territoriale. Comme eux, ils ont pu se battre aussi pour nous, pour qu'on crée... on réponde aussi à tel manque de l'offre territoriale. Ça a généré un maillage territorial partenarial beaucoup plus dense, et une capacité collective d'action. Dans un paysage où notre psychiatrie, vous parlez sûrement de crise chez vous, chez nous, c'est pire que chez vous. Alors, merci Mathieu. Merci. Valérie, alors tu as entendu Mathieu, on échangeait tout à l'heure, voilà, Mathieu disait, les professionnels au geste sont tous maintenant médiateurs de parcours, sont libres et responsables finalement de leur organisation de travail. Ce qu'on peut entendre dans les équipes, c'est aussi parfois du désarroi de la part des professionnels. Je fais quoi? Je suis qui? Je suis éducateur? C'est quoi mon métier? Ou bien un sentiment d'hyper-responsabilité. Donc, faire bouger les lignes, c'est aussi une affaire de... Allez, on va lâcher un gros mot, pas forcément très... Mais c'est une affaire de management aussi. J'ai le sentiment que c'est ce qu'on a entendu, là. Moi, merci beaucoup, Mathieu, parce que c'est très inspirant. Puis j'ai envie de venir, du coup. J'ai envie de venir voir comment ça se passe.
Moi, je le rappelle, hein, je parle de la Nouvelle Forge, donc on est plutôt une association professionnelle. Hein, c'est d'autres problématiques que les associations de famille, hein, parce que le professionnel, il sait par nature, il a appris. Donc voilà, il a appris dans des livres, à l'université, etc. Donc ce changement de paradigme-là, rééquilibrer les relations, c'est quelque chose qui s'accompagne et qui n'est pas simple. Moi, j'imagine pas demain dire à tous les professionnels dans un SAMSA ou dans un autre service, on oublie votre professionnalité de départ. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, je suis psychologue à la base du travail. Je pense m'être construit une autre professionnalité, mais en fait, c'est très compliqué pour un professionnel de faire ce pas de côté et de se dire, ma fonction, c'est de l'accompagnement. Et effectivement, tout ce que j'ai pu apprendre par le passé, c'est une ressource qui est une ressource utile au collectif qui accompagne, évidemment, à la personne in fine. Donc, voilà, à mon niveau, j'ai le sentiment que de notre place de manager, on doit travailler sur une vision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la société inclusive. Il faut peut-être décrire ce que c'est que cette vision de la société inclusive. Moi, je me suis retrouvée il n'y a pas si longtemps dans une réunion de directeurs à poser cette question. Sommes-nous bien tous d'accord pour dire que les enfants doivent être scolarisés dans l'école de leur quartier? C'est écrit dans la loi de 2005. Bah, c'est pas simple hein, quand on fait le petit tour de table. Hein. Ah, mais l'école, elle n'est pas adaptée, l'école, elle n'est pas ouverte, l'école, elle ne veut pas, les professionnels, ils n'entendent pas, les enfants sont en souffrance. Se dire que finalement, on a un rôle, nous-mêmes, en tant que professionnels, pour faire bouger cette société qui n'est pas adaptée, ben, la société, c'est nous. Voilà, c'est des choses que j'aime bien rappeler. Donc ça, c'est vraiment alimenter la vision, la partager. Et puis, j'ai entendu des choses ce matin tout à fait intéressantes d'Audrey Linder. Hein, c'est vraiment comment, après... on passe des valeurs une fois qu'on les a partagées, parce que souvent dans l'associatif, les valeurs, on les partage, il n'y a pas de souci. Hein, nous aussi, on a revu le projet associatif, on a travaillé sur les statuts. Alors, la Nouvelle Forge, c'est une association professionnelle, mais qui a toujours eu quand même la préoccupation d'intégrer des associations représentatives, on va dire, d'un champ du handicap ou de troubles ou de maladies. Donc voilà, il y a toujours eu une place pour l'UNAFAM, une place pour Huntington Espoir, une place pour l'UNAPI à une époque très lointaine. Mais pour autant, quand on commence à écrire dans les statuts, on va permettre à des personnes accueillies dans nos établissements, c'est-à-dire usagères des services qu'on propose, d'être présentes au conseil d'administration, c'est moins facile tout à coup dans la mise en œuvre. Hein. Alors comment on va faire et comment on organise la représentation, etc. Donc on voit bien qu'il y a des freins quand même à ce mouvement-là, qui est un mouvement pourtant associatif. Donc voilà, moi de ma place, effectivement, j'insiste beaucoup pour travailler sur cette vision, et je tiens beaucoup à cette dimension de la société inclusive, mais parlons-en, la solidarité c'est quoi ? La société inclusive c'est quoi ? Et comment ça se traduit concrètement dans la vie des personnes ? Et qu'est-ce qu'on a à jouer, nous, comme rôle de passeurs, d'accompagnateurs, de soutien ? Parce que pour travailler un peu avec des groupes d'entraide mutuelle, on a été sollicité pour accompagner la gestion. Ce que je vois, c'est que la plupart du temps, ce qui est attendu des personnes avec lesquelles je travaille, c'est juste un regard juste d'approbation. Je vois les choses comme ça, qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah écoute, ouais, je suis d'accord avec toi, voilà, et puis on continue, on avance. Enfin, quelquefois, c'est des choses assez simples, mais c'est vrai que ça remet en question la professionnalité des professionnels. Parce qu'il faut dépasser, en fait, le cadre pour lequel on est reconnu comme expert. C'est pour ça que moi, j'étais très, très gênée hein, ce soir, parce que cette place de masterclass, c'est pas très, très évident. Hein. D'ailleurs, tout le monde me l'a dit, oh, masterclass. Mais c'est pas facile, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pas envie qu'on me ramène à ça. J'ai pas envie qu'on m'assigne à ça. J'ai envie de dire, on va travailler tous ensemble à dépasser ce cadre-là. Il faut qu'on arrive à travailler, effectivement, à la transformer, cette société, en apportant le service qu'on peut apporter, avec nos capacités, etc., mais en considérant que toute demande est recevable. Et que c'est de là qu'on doit partir, impérativement. Voilà. Et après, construire ensemble. Donc, voilà, 2 exemples peut-être de choses qu'on a mises en place à la Nouvelle Forge. Je l'ai dit, on a retravaillé, le président pourra en parler mieux que moi, les statuts. On a travaillé sur un plan stratégique. On a essayé de partager un maximum une vision, effectivement, de ce que pourrait être notre métier. Et puis après, évidemment, on se positionne aussi, chaque fois que c'est possible, sur des dispositifs innovants. Parce que faire la démonstration qu'on peut faire autrement que ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est aussi un moyen de transformer des pratiques un peu anciennes. Donc, à titre d'exemple, on a déployé dans l'Oise le programme Vivre et Travailler Autrement, qui permet à des adultes avec autisme, sans langage ou une déficience intellectuelle associée, de travailler dans le milieu ordinaire, avec un contrat de travail dans le milieu ordinaire, mais un accompagnement autant que de besoin, tant dans l'emploi que dans leur vie quotidienne, avec
un magnifique projet d'habitat inclusif et un soutien dans leur vie quotidienne. Voilà, des choses comme ça qui sont un peu hors cadre, qui sont expérimentales, pour lesquelles quelquefois on est sur une ligne de crête quand même, parce qu'on prend des risques et qu'on n'est pas toujours reconnu pour cette prise de risque. Ce qui aussi questionne les professionnels, parce qu'il faut les rassurer, les sécuriser sur le fait que c'est vraiment vers ça qu'on va, mais tous ensemble, quoi, collectivement. Voilà. Et donc je disais, dépasser ce cadre de l'expertise initiale, bah oui, ça donne un peu le vertige, quoi. Ça donne un peu le vertige. Qu'est-ce qu'on attend de moi, où je me positionne, et puis qu'est-ce que devient justement mon expertise quand je vais juste m'appuyer sur la demande de la personne et remettre en question tout ce qu'on m'a appris, parce que moi on m'a appris que premièrement tu fais ça, donc premièrement tu vas te soigner. Quand ça va un peu mieux, tu viens me voir et puis on va travailler ton CV. Et puis, t'as quand même pas totalement le profil, donc tant qu'à faire, on va t'envoyer 2-3 ans en formation. J'exagère un peu. Bref, et puis on reparlera de cette question de l'emploi un petit peu plus tard, parce que t'as pas de logement non plus, et puis etc. Voilà. Donc, on a vraiment des enjeux de transformation qui sont très très forts. Mais moi, ce que je découvre, je découvre pas, parce que ça fait déjà tellement d'années que je travaille dans le secteur. Mais depuis ce matin, il y a tellement de personnes engagées, tellement de pratiques innovantes, intéressantes. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'elles sont toujours un peu à la marge. Et voilà, comment on en fait des pratiques mainstream sans perdre ce qui fait fondamentalement la valeur ajoutée de ces pratiques-là. Voilà. Merci Valérie. Juste un petit truc en plus. Ouais, désolée. Oui, parce que le deuxième exemple que je voulais donner, ce sont les formations croisées. Donc voilà, notre équipe, nos équipes de SAMSA travaillent actuellement avec Philippa et Claire Leroy-Attala une formation sur un SAMSA type rétablissement. Donc là, on voit effectivement que déjà permettre à des personnes concernées, accompagnées, d'être présentes dans les journées de formation, moi je trouve ça extrêmement riche, parce que là, à ce moment-là, elles peuvent exprimer quelque chose qui est peut-être pas totalement du point de vue des professionnels, et en plus des professionnels qui évidemment nous accompagnent dans ce parcours, qui nous apportent énormément. Et puis l'autre exemple que je voulais donner, c'est la pédagogie de la vie autonome. On a une équipe qui, justement, pour travailler sur la dimension habitat inclusif, on a choisi d'être formé par les professionnels de l'ADAPT sur cette pédagogie de la vie autonome. Et les groupes qui vont se former à l'ADAPT sur cette dimension-là, c'est-à-dire l'accès au logement autonome et le développement de son autonomie dans le logement, ce sont des groupes mixtes, donc à la fois des personnes concernées et des professionnels. Et ça aussi, je trouve que ce sont des leviers très très intéressants. Voilà. Mais tout ça est toujours un petit peu expérimental. Merci. Alors, il est tard, on ne va pas tarder à s'arrêter, mais cependant, on est à Marseille. Avec voilà, on a eu la présentation de Mohamed sur le lieu de répit Marseille. Donc Mohamed, si tu veux bien, je voudrais te poser une question peut-être finale pour qu'on reparte gonflé à bloc, ce qui te met un petit peu la pression. Est-ce que tu pourrais nous donner l'exemple précis, concret d'une ligne que vous avez pu faire bouger dans une institution, dans un service, chez un partenaire, comment, avec qui, avec quel usager, voilà. Quelque chose qui a fait bouger les lignes. Tu fais ça tous les jours, mais ce qui est difficile, c'est de trouver l'exemple, voilà. Non, il y a forcément toujours, quand on fait de l'accompagnement au quotidien et assez concret auprès des personnes, il y a toujours des exemples très, très précis qui sautent vite aux yeux quand on pense à ça. Et en fait, il y a une chose en particulier qu'on a pu faire cette année au niveau du lieu de répit, c'était de pouvoir accueillir une personne, une dame, qui était en soins, du coup, en SDRE au sein du centre hospitalier de Valvert à Marseille depuis 7 ans. Donc ça faisait 7 ans non-stop qu'elle était dans cet hôpital-là et qu'elle était suivie. Et en fait, on a eu énormément de mal parce que du coup, il y a eu toute une institution derrière qui s'est un petit peu déchaînée pour essayer de bloquer le fait de pouvoir l'accueillir, malgré que la direction de soins de l'hôpital et que tout l'avis médical était pour lui offrir un temps de répit en fait, de son hospitalisation et qu'elle puisse être accueillie pendant quelques semaines chez nous.
Mais étant donné qu'elle est en soins SDRE, il y a quand même une contrainte judiciaire derrière qui a bloqué pendant plusieurs mois, où en fait on n'avait pas les autorisations nécessaires. Et c'est après des mois littéralement d'explications, de justifications, de faire des écrits, des mails, des lettres de soutien pour expliquer qu'il y aurait un effet positif qu'on a enfin réussi à l'accueillir. Pendant 1 mois et demi, elle a pu rester avec nous. Et c'était 1 mois et demi de gagné par rapport à 7 ans passés en hospitalisation. Et c'est typiquement le genre de petites choses où en fait ça peut paraître rien du tout parce que c'est une personne, mais c'est une personne qui nous a demandé des mois de travail. Et c'est quelque chose où au final, quand on a enfin réussi à l'accueillir, c'était le truc que maintenant on a une jurisprudence. On a quelque chose pour derrière, dans d'autres situations similaires, on aura un exemple de on a réussi, on l'a fait, ça a marché. Voilà, maintenant on peut prouver qu'on est capable de faire ça et que notre expérimentation peut fonctionner pour certains profils où on aurait tendance à penser qu'un lieu comme le nôtre ne serait pas forcément le plus adapté. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on reste sur cet exemple et sur cette jurisprudence, voilà, pour finir la journée. Merci beaucoup à vous.